On va aborder le dernier livre de notre sélection, La Cité des Saints et des Fous. Une très jolie couverture. Il y a des gens qui écrivent ouais déjà. Et oui, on va voir après, enfin. C'est un livre, c'est un peu difficile d'en parler parce que vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est difficile d'avoir un discours construit autour de cet ouvrage. Ça rassemble vraiment quantité d'histoires différentes, quantité de voix différentes. Donc je vais tâcher d'être fidèle à l'objet. Donc la cité qui est évoquée dans le titre, c'est la ville d'Ambregris. La ville d'Ambregris, c'est une ville qui est idéalement située au bord du fleuve Moss. Et elle est animée tous les ans par un festival du calmar d'eau douce qui a tendance souvent à dégénérer. Et Ambregris donc, a été fondée par des baleiniers pirates qui ont monté le fleuve Moss, qui se sont installés là et qui ont anéanti la cité primitive qui se situait au même endroit. Ambregris est depuis le commencement hanté par d'étranges chapeaux gris qui sont les habitants de cette ancienne cité, qu'on appelle aussi les champignons, c'est des hommes champignons en fait, qui n'ont jamais vraiment quitté les souterrains de la ville et qui sont une présence inquiétante, qu'on va remarquer dans tous les textes, je vais dire les nouvelles, mais tous les textes qui constituent l'ouvrage. Donc en fait l'ouvrage vraiment va nous emmener dès le début faire le tour de la ville en gros, pour nous présenter les personnalités les plus mémorables d'Ambregris. Donc on a un peintre très célèbre, le peintre Martin Lac. On a le compositeur vénéré Vos Bender, dont la mort va donner lieu à une espèce de lutte artistique, une sorte de classique moderne assez rigolote. On a la grande famille Hugbotton d'import-export. On a aussi dans les premiers textes un pastiche d'histoire qui s'appelle l'histoire d'Ambregris des premiers temps, qui est vraiment très très drôle. C'est écrit par un historien qui n'arrête pas de se plaindre de bas de page que franchement il est en train d'écrire une brochure vulgaire pour les touristes alors que lui c'est un vrai historien sérieux, c'est vraiment scandaleux. Et ça raconte de façon très guide Michelin une espèce de fresque de fantaisie qui est hyper prenante, où il se passe vraiment plein de choses, plein de rebondissements, de batailles, de pillages, de morts atroces de souverains, d'énucléations, tout ça par le petit historien qui se plaint de ses doigts pleins d'arthrite. Et c'est un de mes textes préférés de l'ouvrage, mais malheureusement je ne peux pas trop vous en lire d'extrait parce que tout se joue sur le ping-pong entre le texte et les notes de bas de page. Donc du coup c'est pas facile à rendre à l'oral quoi. Donc voilà, le livre se présente vraiment comme ça, c'est un recueil de nouvelles qui se passe tout dans la même ville à différentes époques. Mais soudain, il va prendre une autre dimension à partir du 4e texte, en nous présentant le cas d'un écrivain désigné comme X, qui prétend qu'Ambregris est une œuvre de fiction et que c'est lui qui l'a inventé. Et le livre qu'il a écrit sur Ambregris s'appelle La Cité des Saints et des Fous. Et contient les nouvelles qu'on vient de lire, et il en parle. Bah oui, la première nouvelle, Dradin amoureux, tout ça. Très bien placé, belle ponctuation. Et donc le discours de cet écrivain X laisse apparaître qu'il vient finalement de notre monde en fait. Il connaît New York, il connaît des villes que nous on connaît, ou peut-être pas tant que ça, puisqu'il s'agit d'une version de Jeff Vandermeer qui aurait vendu des millions d'exemplaires à travers le monde de La Cité des Saints et des Fous. Je peux vous dire, je pense que c'est pas vraiment le cas, et où il y a eu tellement de succès que la première nouvelle par exemple est adaptée par Disney quoi. Donc voilà, c'est pas tout à fait notre monde non plus. Donc là au début quand même on commence à être un peu interloqué, surtout qu'on est quand même pas très très loin dans le livre. Puis va suivre une annexe, l'annexe du roman. Sauf que l'annexe c'est plus de la moitié du livre en fait. Je sais plus exactement où ça coupe, mais cette annexe en fait ça rassemble en fait quantité de fragments, de facsimilés d'autres ouvrages. Il y a même un texte codé et plein de documents qui auraient été laissés par X après sa disparition soudaine et complètement inexpliquée de l'hôpital où il aurait été interné en fait. Alors il y a même un texte codé, le code est assez facile à trouver, personnellement j'ai pas, voilà, c'est un peu difficile aussi. C'est écrit du coup dans plusieurs polices différentes pour donner un peu l'idée. Le facsimilé de l'ouvrage qui est annoté par le fameux X, des choses comme ça. Donc ça part, vraiment ça explose en fait. Donc toutes ces annexes en fait sont autant de pièces d'un puzzle qui est vraiment très très drôle à reconstituer. Parce que du coup il y a beaucoup de références, d'allusions à de nombreux personnages qui apparaissent, soit en tant que créateur, soit en tant que personnage, donc du coup on a vraiment toutes les frontières qui sont floutées. Et surtout l'auteur semble beaucoup s'amuser à pasticher différents styles. Je pense que vraiment le pastiche c'est un peu ce qui anime l'ouvrage, pasticher différents styles et différentes voix. Pour vous donner un exemple, rien que la préface de ce livre, je prends un exemplaire, a été écrite par Michael Moorcock, qui était il y a peu à la librairie Charybde. Et elle s'ouvre par un extrait de Joseph Conrad, qui n'est pas vraiment un extrait de Joseph Conrad, mais qui est un pastiche de Joseph Conrad,
où en gros ils font écrire à Joseph Conrad, je ne sais pas si c'est Michael Moorcock ou Van der Meer qui a fait cet exergue à l'introduction, mais c'est vraiment très drôle. Vous connaissez Van der Meer, bien entendu, les gros doigts rouges de Schomberg qui caressèrent les billes qu'il venait de compter. M'adressant un regard oblique, il les rangea dans sa boîte qu'il fit semblant de cacher sous la table. Le capitaine Van der Meer, second sur la hurle jusqu'à qu'il se brise sur un récif. Capitaine de la Grenouille, jusqu'à son retour suivant dans les îles. Et il y avait une femme dans l'histoire, si je comprends bien. Je sirotais mon eau vortex. Elle était de production locale et d'une acidité suspecte. Il connaissait Hurle lui-même et se chargeait de ses sales besognes. En fait, tout s'explique au fur et à mesure du texte. On rencontre Hurle, on rencontre tous ces personnages-là, on rencontre... Voilà, donc il y a vraiment un jeu sur le pastiche qui est vraiment très drôle. Et parmi ces fragments, un de mes textes préférés, c'est une monographie d'inspiration scientifique sur le calmar royal, donc d'Ambreguerie, qui est écrite par un calmarologiste. Donc il y a vraiment du calmarologisme, mais celui-là on comprend au fur et à mesure de la lecture qu'en fait c'est un type qui est fou, qui est interné, et qu'en fait X l'a connu à l'hôpital en fait. Et donc c'est un texte qui nous explique en plusieurs parties, 1, ce que le calmar n'est pas, 2, ce que le calmar est, et 3, le folklore du calmar, des choses comme ça. Donc, c'était extrêmement difficile de trouver un extrait, parce que c'est élégant. Donc, petite digression sur les yeux du calmar. Ah, les yeux. Si les yeux sont assimilables à une fenêtre ouverte sur l'âme, comme tant de médecins semblent le croire, alors le calmar royal est originaire du paradis truffidien. Tout d'abord, les yeux d'un calmar ne sont pas binoculaires. Chacun voit ce qui se trouve d'un côté de la tête. Résultat, un calmar voit 2 fois mieux qu'un être humain, et 4 fois mieux que ceux d'entre vous qui portent des lunettes. Ensuite, ses yeux sont de toutes formes et de toutes tailles, de celle d'un bouton à celle d'une roue de chariot, oblongs, circulaires, ovoïdes, en amande, triangulés, sphériques, octogonaux. Leur couleur va de la teinte précise du crépuscule gris-or qu'on voit descendre au fur et à mesure d'une musique lointaine sur Ambreguerie au chatoiement rouge-argent de la jupe d'une femme riche à l'heure de la visite. Le calmar royal n'a pas qu'un seul œil comme le calmar en flure cyclopédique, ni 2 comme tout autre calmar, mais 3 yeux. Le 3e et le plus sensationnel est caché sur la face antérieure du manteau. Il remplit 2 fonctions miraculeuses. Tout d'abord, il ne détecte que la bioluminescence. Ensuite, certaines sécrétions rétiniennes laissent penser que ce 3e œil projette un rayon de lumière pour aider le calmar à voir dans les eaux sales et boueuses du fleuve Moss. Je ne peux éclairer davantage ce point aussi insondable que le calmar royal lui-même. Mais ceci, comme je l'ai déjà dit, tout jeune calmarologiste entreprenant doit déjà le savoir, soit de première main, soit par n'importe quelle de ces mièvres mais populaires bandes dessinées pour gamins consacrées au calmar, qui font toujours fureur, me semble-t-il, dans différents journaux ambregrisiens. Ce que le petit polisson éclaboussé d'eau et de boue par son amour des invertébrés ignore peut-être, c'est que certains aspects de la physiologie et du comportement du calmar royal lui donnent une place à part parmi les espèces calmar. Cela ne devrait surprendre personne, étant donné la pénurie de sources de qualité sur ces animaux. Tout d'abord, le calmar royal adulte pourrait atteindre une taille de 150 pieds et un poids supérieur à 5000 livres si seulement le Moss était plus large, plus profond, et par conséquent plus hospitalier pour les spécimens les plus grands. Résultat, le calmar royal dispose du bec le plus grand parmi tous les calmars connus. Les becs de calmar semblent petits par rapport au corps, mais un homme courageux pourrait à peine, en tendant les bras, toucher les mâchoires supérieures et inférieures ouvertes d'un grand calmar. Comme cela impliquerait que cet homme place sa tête à l'intérieur de la gueule du dit calmar, je ne peux recommander cette technique de mesure avant le trépas avéré de l'animal. Donc voilà, on prend une vingtaine de pages chez le calmar royal. Peut-être toujours un peu dans cette atmosphère un peu délirante. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même certains d'entre vous qui l'avaient déjà lu et apprécié. Il y a quelques sons là. Donc voilà, je refais du placement produit, mais je le recommande vraiment la lecture de Icelander en fait, de Dustin Lang. Parce que, à mon sens, on y retrouve vraiment le goût du, le lieu imaginaire, le goût du calmar. Royal. Les calmars sont plus remplacés par des guerriers ninjas vêtus de peau de renard arctique, mais c'est un peu ça. Mais le côté touffu de l'écriture, l'érudition assez rigolote, pas prise de tête, et puis une certaine désinvolture, le jeu sur les notes de bas de page évidemment, et évidemment le goût pour le pastiche, parce que c'est en très grande partie un pastiche de romans d'aventure en fait.